Le paradoxe de la solitude à l'ère numérique nous présente une ironie impossible à ignorer. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été aussi connectés, entourés d'un flux infini de messages, de notifications, de vidéos et de conversations virtuelles. Et pourtant, de nombreuses personnes décrivent un vide que ni la technologie ni les interactions constantes ne peuvent combler. Comment se fait-il que, dans un monde où le contact semble être à portée de clic, tant d'âmes se sentent plus seules que jamais? Peut être que ce paradoxe reflète quelque chose de plus profond que de simples tendances sociales. Peut être que cela nous montre que la solitude n'est pas seulement l'absence de compagnie, mais un miroir qui reflète notre relation avec nous-mêmes. Certains y trouvent un refuge serein, un espace où l'esprit respire et l'âme s'épanouit. Pour d'autres, la solitude est comme une ombre qui menace de les envelopper dans un tourbillon d'angoisse. Pourquoi ces deux faces d'une même pièce existent-elles? Pourquoi certaines personnes recherchent-elles la solitude comme un baume, tandis que d'autres l'évitent comme s'il s'agissait d'une plaie ouverte? En ce moment, nous sommes confrontés à un dilemme qui résonne au cœur de notre existence. Comprendre la solitude ne consiste pas seulement à explorer nos circonstances extérieures, mais aussi à comprendre comment nous nous rapportons à notre propre essence. C'est là qu'intervient Carl Jung, qui décrit la solitude non pas comme un état physique, mais comme une expérience psychologique. Selon lui, se sentir seul ne vient pas du fait d'être isolé, mais de l'incapacité à communiquer ce qui est important pour vous. Jung suggère quelque chose de révélateur. La véritable connexion ne commence pas toujours avec l'autre, mais avec nous-mêmes. Et c'est un message plus que jamais d'actualité à notre époque. Dans un monde où l'attention est devenue la monnaie d'échange, la possibilité d'être seul avec nos pensées apparaît comme un acte révolutionnaire. La solitude nous offre un cadre dans lequel nous pouvons affronter nos vérités les plus profondes, où il n'y a ni masque, ni distraction, seulement l'écho de qui nous sommes vraiment. Peut-être êtes-vous ici parce que, à un moment donné, vous vous êtes demandé ce que cela signifiait vraiment d'être seul. Est-ce une punition ou une opportunité? Est-ce un vide à combler ou un espace à habiter? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont essentielles. Et en les explorant, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi une connexion plus authentique à notre humanité. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à quelque chose. Et si la solitude n'était pas quelque chose à craindre, mais un enseignant que nous avons mal interprété? Et si, au lieu de la fuir, nous pouvions apprendre à marcher à ses côtés, en nous laissant guider vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde, alors, en fin de compte, la solitude n'est pas l'ennemi. C'est le silence nécessaire dans une symphonie qui autrement n'aurait aucune harmonie. Si vous êtes ici, cela signifie que vous avez fait le premier pas vers une exploration plus approfondie. Et cela, en soi, est un acte de courage. La solitude, comme tant d'expériences humaines, a un double visage. Cela peut être un refuge où nous trouvons la paix et la clarté, ou un abîme qui nous consume avec son vide. Ce qui est curieux, c'est que c'est pas la solitude elle-même qui définit la façon dont nous la vivons, mais plutôt la perception que nous en avons. C'est là que réside la première grande leçon. La solitude choisie et la solitude imposée sont deux réalités profondément différentes, même si elles partagent le même cadre. Lorsque nous choisissons la solitude, nous entrons dans un espace d'autonomie et de réflexion. C'est une pause consciente au milieu du bruit du monde, un moment pour se reconnecter à l'essentiel. Cependant, lorsque la solitude nous est imposée, lorsqu'elle n'est pas un choix, mais une circonstance qui semble hors de notre contrôle, elle peut devenir un fardeau, un poids, souvent associé à l'isolement émotionnel et à la peur de ne pas appartenir. Cette distinction est essentielle, car la même expérience peut être transformatrice ou dévastatrice selon la façon dont nous l'abordons. Carl Jung, avec sa compréhension approfondie de la psyché humaine, a exploré la complexité de la solitude comme peu l'ont fait. Pour Jung, la solitude n'était pas simplement l'absence de compagnie, mais une déconnexion plus profonde, l'incapacité de partager ce qui a vraiment du sens pour soi. Ce genre de solitude, selon les mots de Jung, n'est pas soulagé par la présence des autres, car c'est pas une question de quantité, mais de qualité. C'est le manque de résonance authentique,
de quelqu'un qui peut voir et comprendre la profondeur de notre être. En ce sens, Jung nous invite à réfléchir sur notre relation avec nous-mêmes. Dans quelle mesure sommes-nous connectés à nos propres vérités? Combien de temps passons-nous à nous écouter, à nous comprendre, à être avec nous-mêmes? Souvent, la peur de la solitude vient du malaise de devoir faire face à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est précisément là, dans cet espace intime et parfois inconfortable, que réside la possibilité d'une croissance authentique. Jung a également parlé de la dépendance à la paix intérieure, une idée fascinante qui illustre comment la solitude consciente peut se transformer en une source inépuisable de force. Pour ceux qui ont appris à l'accepter, la solitude n'est pas un lieu de souffrance, mais un territoire fertile, où la clarté s'épanouit. La solitude est cet espace où l'esprit trouve le repos et l'âme, l'inspiration. Cependant, atteindre cet état n'est pas automatique. Cela prend du temps, de la pratique et surtout une volonté d'affronter nos ombres. Si vous voulez changer votre vie et n'avez pas peur d'affronter vos ombres, écrivez dans les commentaires « J'accepte ma solitude ». La solitude n'est pas vécue de la même manière dans toutes les cultures. Ce qui ajoute une autre couche de profondeur à cette conversation. Dans de nombreuses sociétés occidentales où la productivité et la sociabilité constante sont très valorisées, la solitude peut être perçue comme un signe de faiblesse ou d'échec. En revanche, les traditions orientales, comme le bouddhisme, considèrent la solitude comme un chemin vers l'illumination, un moyen d'atteindre une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. Cette différence culturelle nous montre que la solitude n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. C'est notre récit à ce sujet qui lui donne son sens. Voyons comment ces perspectives peuvent influencer nos propres vies. Et si nous commencions à voir la solitude non pas comme un vide à craindre, mais comme un espace que nous pourrions remplir avec conscience de soi et créativité. Car, au final, la solitude choisie n'est pas un renoncement au monde, mais une manière de le redécouvrir à travers notre connexion la plus intime, celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Les mots de Jung nous invitent à reconfigurer notre relation à la solitude. Il ne s'agit pas de l'éviter ou de l'idéaliser, mais de le comprendre dans toute sa complexité. Si nous apprenons à marcher avec elle non pas comme une punition, mais comme un compagnon, nous découvrirons qu'elle n'est pas un ennemi, mais un portail vers une vie plus épanouissante. Le défi est de changer le récit. Au lieu de voir la solitude comme un écho de l'isolement, nous pouvons commencer à la voir comme une toile vierge, une opportunité de peindre nos vies avec les couleurs de l'introspection et de la clarté. C'est un voyage qui, même s'il peut paraître solitaire, nous conduit vers une destination profondément humaine. La rencontre avec notre véritable essence, la solitude consciente, celle que nous choisissons plutôt que de subir, a un pouvoir transformateur qui est souvent sous-estimé dans le tourbillon de la vie moderne. Dans un monde qui nous pousse constamment à être occupés, connectés et stimulants, prendre du recul pour être seul peut sembler presque subversif. Mais c'est dans ces moments de solitude intentionnelle que nous trouvons quelque chose que le bruit extérieur ne peut pas nous offrir. Clarté, renouveau et connaissance de soi. Lorsque nous nous donnons l'espace d'être seuls, sans distraction, nous créons un environnement où l'esprit peut se détendre et l'âme peut parler. C'est un répit qui nous permet d'écouter ce que nous pensons et ressentons réellement, au-delà des attentes et des exigences extérieures. La solitude devient alors un refuge, un lieu où l'on se retrouve dans notre forme la plus authentique. Loin d'être un vide, la solitude consciente est un espace plein de possibilités. L'un des avantages les plus profonds de cette pratique est l'impact qu'elle a sur notre santé psychologique. Au milieu de la pression sociale constante, la solitude choisie agit comme un baume qui apaise l'esprit et nous connecte à nos émotions les plus profondes. Lorsque nous sommes seuls, sans avoir besoin d'impressionner ou de remplir un rôle social, nous pouvons explorer nos vulnérabilités et nos forces sans jugement. C'est un processus qui demande du courage, car être seul avec nos pensées peut révéler des aspects de nous-mêmes que nous avons évité d'affronter. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la clé de la transformation. La solitude consciente nous oblige à regarder à l'intérieur, à nous demander ce que nous voulons, ce que nous craignons, ce que nous désirons profondément. Cependant, ces questions, bien qu'inconfortables,
sont essentielles pour vivre fidèlement à nous-mêmes. Ce n'est qu'en comprenant nos motivations et nos désirs que nous pouvons prendre des décisions qui correspondent à notre véritable essence. Dans la solitude, notre esprit a la possibilité d'explorer de nouvelles perspectives. Ce n'est pas un hasard si les idées les plus innovantes émergent dans les moments de calme. Dans la solitude, notre esprit a l'espace pour vagabonder, relier des points qui semblaient auparavant sans lien et trouver des solutions qui seraient passées inaperçues dans l'agitation. Dans les traditions spirituelles telles que le bouddhisme et le taoïsme, l'isolement intentionnel est pratiqué. Pour ces philosophies, la solitude n'est pas un acte de séparation, mais un moyen de se connecter à une réalité plus profonde. Ils ne le font pas pour s'échapper, mais pour renouer avec le monde à partir d'une perspective plus claire et plus compatissante. Cette approche nous montre que la solitude ne doit pas être synonyme d'isolement, mais de connexion avec nous-mêmes, avec la nature, avec l'univers. Cependant, la solitude consciente nous permet de retrouver notre énergie dans un monde constamment menaçant, de prendre de meilleures décisions en réfléchissant sans pression extérieure et peut être plus important encore d'apprendre à apprécier notre propre compagnie. Car au final, si nous ne pouvons pas être en paix avec nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer être en paix avec les autres? Il ne s'agit pas de renoncer au contact humain ou de vivre dans un isolement perpétuel. Il s'agit de trouver un équilibre, de prendre du temps pour soi sans distraction, puis de revenir au monde avec une énergie renouvelée. Cette pratique améliore et enrichit nos relations avec les autres, car elle nous permet d'interagir à partir d'un lieu d'authenticité et non de besoin. C'est une compétence, un art qui se développe avec la pratique et la patience. Il faut du courage pour éteindre le bruit extérieur, pour résister à la tentation de remplir chaque instant de distraction et pour faire face à qui nous sommes lorsque personne d'autre ne regarde. Mais ce que nous découvrons dans ce processus est inestimable, une connexion plus profonde avec les autres. Lorsque vous ressentez le besoin d'éviter la solitude, arrêtez-vous un instant et demandez-vous ce qu'elle pourrait vous offrir. Vous découvrirez peut-être qu'il ne s'agit pas d'un vide à craindre, mais d'un espace qui vous attend avec les réponses que vous n'avez pas pu trouver dans l'agitation. En acceptant la solitude consciente, nous nous offrons le cadeau de la vie. Lorsque nous nous éloignons du bruit, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi une porte vers notre moi le plus authentique. Nous vivons à une époque qui valorise la connexion constante. Les médias sociaux, la messagerie instantanée et l'omniprésence de la technologie font que nous ne sommes jamais vraiment déconnectés. Cependant, plus nous sommes déconnectés du monde numérique, plus nous ressentons l'épuisement de nos connexions réelles. Le tissu de notre vie sociale, saturé par la pression d'être toujours disponible, commence à s'effilocher. L'épuisement social se manifeste de manière subtile mais profonde. Chaque message sans réponse, chaque notification qui se déclenche et chaque publication qui défile vers le bas exige quelque chose de nous. Attention, énergie, validation. Ce flux constant nous plonge dans une dynamique qui s'arrête rarement, créant un sentiment de fatigue qui ne vient pas seulement du travail ou des responsabilités, mais du besoin incessant d'être là, de rester visible, actif et pertinent. En tant qu'acte de rébellion, s'autoriser une pause semble presque impossible. La connectivité constante, loin de nous rapprocher des autres, nous éloigne souvent de nous-mêmes. Les relations deviennent superficielles et fragmentées par la vitesse à laquelle nous consommons et rejetons les moments. Nous nous retrouvons piégés dans l'illusion d'être proches de centaines, voire de milliers de personnes, alors qu'au fond de nous, nous ressentons une profonde déconnexion. Cette pression pour maintenir des liens numériques peut conduire à une forme subtile de toxicité sociale où le contact cesse d'être authentique et devient un fardeau, une obligation qui épuise notre énergie émotionnelle. La toxicité sociale n'est pas toujours facile à identifier car elle se déguise en normalité. La peur de répondre rapidement à un message, la peur de perdre de la pertinence en ne publiant pas régulièrement, ou le besoin de comparer notre vie à celle des autres sont des signes d'un problème qui va au-delà des interactions individuelles. C'est le reflet de la façon dont nous avons permis aux outils conçus pour nous connecter de gouverner nos émotions et notre santé mentale, nous éloignant de ce qui compte vraiment.
Au milieu de ce panorama, la question se pose: comment trouver l'équilibre entre connexion et autonomie? Parce qu'il ne s'agit pas de rejeter le monde numérique ou de s'isoler complètement, mais plutôt de poser des limites qui nous permettent de retrouver notre énergie et notre authenticité. Souvent, s'accorder des moments de solitude consciente peut être l'antidote à l'épuisement social. Dans ces espaces de calme, nous retrouvons notre capacité à être présents, à nous connecter véritablement non seulement aux autres, mais à nous-mêmes. Il est essentiel de comprendre que l'équilibre n'est pas un état fixe, mais un processus constant. Il faut reconnaître que nos relations sont devenues superficielles ou forcées et prendre du recul pour les réévaluer. Il faut également avoir le courage de dire non lorsque quelque chose ne semble pas authentique et s'engager à cultiver des relations qui nourrissent plutôt qu'elles n'épuisent. Cette recherche d'équilibre ne profite pas seulement à notre santé émotionnelle. En ce sens, l'autonomie n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour-propre. En donnant la priorité à notre bien-être et en nous permettant de faire une pause dans la pression de la connectivité constante, nous créons un espace de réflexion et de croissance. Et à partir de cet espace, nous pouvons nous préparer à interagir avec le monde de manière plus authentique. Trouver cet équilibre est un défi dans un monde qui nous pousse constamment vers l'hyperconnectivité. Mais c'est un défi qui en vaut la peine. En fin de compte, la véritable connexion ne se mesure pas à la quantité des interactions, mais à leur qualité. Pour atteindre cette qualité, nous devons d'abord apprendre à nous connecter à nous-mêmes, aux émotions qui nous protègent du bruit, menaçant de noyer notre essence. Sur ce chemin, chaque pause, chaque moment d'introspection est un acte de résistance contre les pressions de la vie moderne. C'est une façon de retrouver notre humanité dans un environnement qui l'oublie souvent. Retrouver l'équilibre est la manière la plus épanouissante d'entrer en relation avec les autres et avec soi-même. La solitude dans ses profondeurs a été un thème central dans les réflexions des grands penseurs à travers l'histoire. Des philosophes occidentaux aux traditions spirituelles orientales, chaque perspective offre une nouvelle fenêtre sur la compréhension que la solitude est non seulement inévitable mais essentielle. C'est dans cet espace que nous découvrons les vérités les plus intimes de notre existence. Friedrich Nietzsche, toujours provocateur dans sa pensée, voyait la solitude comme un terrain où l'authenticité pouvait germer. Pour Nietzsche, la solitude de faire avancer la vie dans sa complexité la plus brute. Selon ses propres mots, la solitude n'était pas un refuge pour échapper au monde, mais un lieu à partir duquel le transformer. Le meilleur moyen d'échapper à l'esclavage de la société est d'être seul. Nous y trouvons non seulement la liberté, mais aussi la possibilité de construire une vie en résonance avec notre vérité la plus profonde. Le bouddhisme, en revanche, aborde la solitude à partir d'une orientation d'acceptation et de transcendance. Pour cette tradition, la solitude n'est pas quelque chose à éviter ou à surmonter, mais plutôt un état naturel où les objets matériels sont impermanents. Cette compréhension nous invite à accepter la solitude non pas comme un manque, mais comme une opportunité de cultiver une connexion plus profonde avec le moment présent. La pratique de la méditation, si centrale dans le bouddhisme, nous apprend à être à l'aise avec le silence, à observer nos pensées et nos émotions sans les juger, ni la réalité de l'être. La solitude vue sous cet angle n'est pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Le taoïsme, pour sa part, propose une vision de la solitude comme un flux naturel au sein de l'équilibre de la vie. Pour le taoïsme, tout dans l'univers a son rythme. La lumière et l'obscurité, l'action et l'immobilité, la connexion et la solitude. Il ne s'agit pas d'un état isolé, mais d'une partie intégrante d'un cycle plus vaste. En nous retirant du bruit du monde, nous pouvons nous aligner sur le Tao, cette force universelle qui traverse toute chose. Cette retraite n'est pas un refus de la vie sociale, mais un acte d'équilibre, une façon de se ressourcer et de revenir au monde. L'ascendentaliste qui recherchait la solitude sur les rives de l'étang de Walden nous offre également une perspective différente. Pour Thoreau,
la solitude était un moyen de revenir à l'essentiel, de se libérer du bruit du quotidien et de se reconnecter à la nature et à soi-même. Dans son ouvrage Walden, il décrit comment la solitude n'est pas un état d'isolement. Thoreau ne voyait pas la solitude comme un isolement, mais comme un moyen d'élargir sa perspective pour se souvenir de ce qui compte vraiment. « Je n'ai jamais trouvé de compagnie aussi sociable que solitude », écrit-il, résumant sa conviction qu'être seul n'est pas un obstacle à surmonter, mais un chemin à parcourir. Les philosophes et les traditions y ont vu un miroir qui nous confronte à ce que nous sommes et en même temps une porte qui nous ouvre à ce que nous pouvons devenir. La solitude, bien comprise, n'est pas une punition. Ces enseignements philosophiques et spirituels sont sans aucun doute plus pertinents que jamais. Vous devez garder à l'esprit qu'en recherchant des moments de solitude, vous ne vous éloignez pas du monde, mais vous vous préparez plutôt à y revenir avec plus de clarté et de sens. La solitude n'est pas une retraite, mais une pause, un espace dans lequel nous pouvons nous ressourcer, nous redécouvrir et nous souvenir de la nature. Cela nous permet de comprendre qu'au plus profond de nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment seuls, mais plutôt connectés à une source de sagesse qui transcende le temps et l'espace. Dans cet espace intérieur, nous trouvons non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. Cultiver une relation saine avec la solitude est une pratique stimulante qui peut profondément transformer un environnement qui nous apprend à craindre le silence et à remplir chaque espace vide d'activité. Apprendre à être seul peut sembler un acte étrange, presque contre nature, mais en nous immergeant dans ce processus, nous découvrons que la solitude n'est pas une punition. C'est une invitation à renouer avec notre essence. La première étape pour construire cette relation est de changer notre perception de ce que signifie être seul. Nous associons souvent la solitude à la déconnexion, à la tristesse ou même à l'échec, mais que se passerait-il si nous pouvions la voir différemment? Et si, au lieu de le considérer comme un vide, nous le voyons comme un espace, pas n'importe lequel, mais un espace conçu pour que nous puissions grandir, réfléchir et commencer à le voir comme un terrain fertile dans lequel nous pouvons planter les graines de notre connaissance de soi. Une relation saine avec la solitude implique d'affronter nos peurs. Pour beaucoup de gens, l'idée d'être seul est déstabilisante car elle nous oblige à confronter nos pensées et nos émotions à des voix intérieures, mais dans le silence de la solitude, ces voix intérieures refont surface et avec elles, l'opportunité de les écouter et de les comprendre. Ce processus n'est pas toujours confortable, mais c'est dans l'acte d'affronter ce que nous évitons que nous trouvons la véritable liberté. Surmonter la peur et apprendre de ce que les autres ont à nous enseigner est un exercice de courage et de compassion pour nous-mêmes. Au lieu de fuir, nous sommes restés. Au lieu d'éviter, nous avons exploré et ce faisant, nous avons découvert que ce que nous craignions n'était pas la solitude elle-même, mais le jugement que nous projetions sur nous-mêmes lorsque nous étions seuls. C'est un outil puissant. Créer des espaces spécifiques pour être seul n'est pas un acte d'isolement, mais un geste de prise en charge de soi. Cela peut être un moment le matin pour méditer, une promenade dans la nature sans compagnie, ni appareil électronique, ou même un moment réservé pour écrire et réfléchir. Ces rituels non seulement nous aident, mais lui donnent également un but, le transformant d'un état passif en un état actif et enrichissant. La solitude nous apprend aussi l'art d'apprécier notre propre compagnie. Au lieu de rechercher une validation externe, nous apprenons à célébrer nos petites victoires, à écouter nos propres histoires et à trouver satisfaction dans les moments simples. C'est ce qui nous libère du besoin constant d'approbation et nous permet de trouver la paix dans notre propre présence. Dans cet espace, nous commençons à construire une véritable relation avec nous-mêmes qui ne dépend pas des autres pour nous sentir complets. Il est important de se rappeler que cultiver une relation saine avec la solitude ne signifie pas rejeter l'équilibre. Il s'agit de trouver un équilibre. C'est un processus qui nous donne le temps dont nous avons besoin pour réfléchir et recharger nos énergies afin d'affronter la vie avec une perspective plus claire. Cet équilibre nous permet d'être plus présents dans nos relations car nous ne nous tournons plus vers les autres pour combler les vides intérieurs.
La solitude nous rappelle que le voyage le plus important que nous entreprenons dans la vie est celui vers nous-mêmes. C'est un chemin pas toujours facile mais plein d'apprentissage et de découvertes. En construisant une relation saine avec la solitude, non seulement nous nous offrons le cadeau de mieux nous connaître, mais nous aidons également le monde avec notre propre âme. Et dans ce dialogue, nous trouvons des réponses que nous ne savions pas que nous cherchions. Nous apprenons que nous ne sommes pas vraiment seuls car au plus profond de nous se trouve un lien avec quelque chose de plus grand, une force qui nous guide et nous soutient. Nous sommes authentiques et vraiment vivants. La solitude sous toutes ses formes nous laisse des leçons qui résonnent profondément au cœur de notre existence. Elle nous enseigne que dans le silence et l'introspection, nous trouvons non seulement un refuge, mais aussi un guide qui nous permet de comprendre qui nous sommes et où nous allons. La solitude n'est pas l'ennemi que nous imaginons souvent, mais un enseignant patient qui nous invite à nous connecter à notre essence la plus pure. En chemin, nous avons exploré comment la solitude peut être une source de connaissance de soi, un catalyseur de créativité et un outil pour trouver l'équilibre dans un monde qui exige et nous donne l'opportunité d'approfondir notre compréhension non seulement de ce qui nous entoure, mais aussi de ce qui bat en nous. Et c'est précisément dans cette connexion intérieure que réside notre véritable force. Appliquer ces leçons à la vie quotidienne ne nécessite pas de grands gestes ni de changements drastiques. Parfois, nous avons besoin de petits moments de calme, comme fermer les yeux un instant et nous permettre de respirer profondément en ressentant le poids du présent. Peut-être s'agit-il de décider de désactiver le bruit des notifications pendant quelques heures ou de faire une promenade en solitaire tout en laissant nos pensées circuler librement. En intégrant ces pratiques, nous découvrons quelque chose de puissant. La solitude ne nous isole pas. Elle nous connecte à notre vraie voix, aux désirs qui vivent en nous et à l'énergie créatrice qui est souvent éclipsée par le bruit extérieur. À partir de cet espace de clarté, nos relations sont également transformées. Nous ne regardons plus vers les autres, mais apportons plutôt une authenticité renouvelée qui enrichit nos liens. Ce voyage vers la solitude n'a pas de fin définie, car il ne s'agit pas d'un but mais d'un processus continu. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre essence et nous rappelle que même dans les moments les plus calmes, nous ne sommes jamais vraiment seuls. En relation avec l'univers qui nous entoure, nous trouvons une compagnie qui transcende les mots. Maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, je vous invite à réfléchir quelle place occupe la solitude dans votre vie. Que pourriez-vous découvrir si vous l'acceptiez au lieu de le craindre? Merci d'ouvrir votre cœur à ces réflexions et de vous permettre de vous sentir mieux.